En 1818, fut publié le roman d'horreur à succès Frankenstein. Ce livre raconte l'histoire d'un scientifique imaginaire qui assemble des morceaux de cadavres humains pour recréer la vie. Mais 20 ans plus tôt, un scientifique italien bien réel du nom de Giovanni Aldini avait obtenu de la part de certains chirurgiens quelques membres humains pour mener ces épouvantables expériences. Il menait toutes sortes d'expériences monstrueuses sur les animaux. Mais il pratiquait également, de façon bien plus controversée et bien plus dramatique, des expériences sur les êtres humains. Aldini utilisait ce qui peut être considéré comme l'ancêtre de la pile électrique afin de stimuler des mouvements dans des membres sectionnés. On appelle électricité galvanique le type de courant électrique semblable à celui produit naturellement par tous les animaux. Aldini soutenait qu'il existe une sorte de courant électrique qui parcourt le corps depuis le cerveau jusqu'au bout des doigts, puis en sens inverse. Si une machine fabriquée par l'homme est capable de générer le même type d'électricité que celle générée par un organisme vivant, cela signifie que d'une manière ou d'une autre, un pas de plus a été franchi vers la création de la vie. Aldini était un philosophe à l'ambition dévorante. Il ne s'embarrassait pas des conventions. Il savait qu'il devait se faire remarquer du grand public d'une façon spectaculaire. Et sa plus grande ambition, c'était de prouver que l'électricité pouvait ramener les gens à la vie. En janvier 1802, Aldini procéda à une expérience en public sur le corps d'un criminel qui avait été exécuté. J'ai créé un arc électrique entre deux électrodes, puis j'ai établi le contact. J'ai alors pu observer d'importantes contractions des muscles faciaux qui se tordaient en tous sens de façon irrégulière, conférant au visage l'apparence des plus horribles grimaces. Bien sûr, c'est une chose de montrer que l'usage de l'électricité permet aux membres de bouger. Mais c'en est une autre que de prouver que l'électricité possède le pouvoir de ramener un cadavre à la vie. Vous devez démontrer que le courant électrique agit sur des organes vitaux, comme les poumons ou bien le cœur. Aldini espérait réussir à utiliser l'électricité pour réanimer les poumons. Il devait faire bouger le diaphragme pour aspirer l'air, mais il n'obtint aucun résultat significatif. C'est ce qui explique sa frustration de travailler sur un corps qui a été décapité. Le rêve d'Aldini de ramener un mort à la vie n'avait aucun espoir de se réaliser tant que le scientifique n'aurait pour sujet que des corps décapités. En définitive, Aldini avait besoin d'un corps complet. Pour atteindre son objectif, Aldini désirait obtenir un corps intact.
Et le seul endroit où il pouvait espérer mettre la main sur un tel corps, c'était l'Angleterre. Le choix de Londres était judicieux puisque les criminels y étaient pendus au lieu d'être décapités. Pour Aldini, qui débarquait en Angleterre, cela signifiait la possibilité, en principe, d'obtenir le corps d'un criminel fraîchement pendu, un cadavre humain sur lequel il pourrait parachever ses expériences. Au début du 19e siècle, Londres était l'un des principaux centres de recherche d'Europe. Aldini souhaitait ardemment se faire un nom. Il devait donc convaincre la communauté scientifique londonienne du bien fondé de ses théories. Il devait présenter ses expériences. En décembre 1802, Aldini déménagea ses appareils électriques à Londres. Sa mission, convaincre les autorités de lui confier un cadavre humain. Il leur promit qu'en échange, il ramènerait ce corps à la vie. Pour que ces expériences aboutissent, Aldini avait besoin de travailler sur un corps intact. Et pour obtenir un tel corps, il fallait l'aide de quelqu'un qui ait des relations. Aldini avait besoin de quelqu'un comme Mr. Pass. Nous ne savons pas grand-chose au sujet de M. Pass. C'est un personnage obscur. Il était l'appariteur du Collège royal de chirurgie. Je crois qu'il y arrangeait surtout des combines. Si vous aviez besoin d'un corps pour une anatomie, c'était lui qui vous le fournissait. Les cadavres légalement disponibles étaient en nombre limité et les chirurgiens de seconde zone n'avaient souvent d'autre choix que de faire appel à des profanateurs de sépultures. Mais les cadavres déterrés avaient déjà commencé à se décomposer et n'étaient d'aucune utilité pour Aldini. Aldini avait besoin d'un corps qui était presque encore tiède. Il lui fallait un corps qui n'était pas mort depuis quelques jours, mais depuis quelques heures. La seule façon d'obtenir un corps aussi frais était de chercher du côté des condamnés à mort de la prison de Newgate. Mr. Pass était le contact idéal pour Aldini, qui avait besoin de ses cadavres pour poursuivre ses expériences. Mr. Pass était un parfait intermédiaire. Je suis certain qu'il devait être informé, ou bien qu'il s'arrangeait pour l'être, des exécutions programmées dans la prison de Newgate. Il devait avoir des contacts là-bas. Il serait forcément informé dès qu'un corps convenable serait disponible. Aldini avait besoin du corps d'un jeune homme en parfaite condition physique. Un jeune homme était justement incarcéré dans les bas-fonds de la prison de Newgate, attendant son procès pour le meurtre de sa femme et de son enfant. Aldini avait enfin trouvé son parfait spécimen. Le seul problème, c'est qu'il n'avait pas encore été condamné à la pendaison. Attendez. Foster ne cessait de clamer son innocence et il espérait pouvoir présenter un alibi solide. S'il vous plaît. Comme beaucoup de gens issus des classes ouvrières vivant en Angleterre au début du 19e siècle, Foster et son épouse Jane vivaient dans le dénuement le plus total.
Il y avait des milliers de gens comme eux. Londres, la plus grande ville du monde, possédait une très importante classe ouvrière. Il s'agissait de gens qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Ils ne faisaient que survivre. La vie de George et Jane Foster vous semblerait bien consternante selon nos standards. Ils ne pouvaient pas se permettre de vivre ensemble. Jane devait sans doute venir voir George le samedi soir et occasionnellement, elle restait chez lui. 2 de leurs enfants étaient à l'hospice. Un autre était mort. 1 ou 2 fois par semaine, elle devait venir le voir avec le bébé qu'ils avaient gardé près d'eux, afin que George lui donne quelques shillings, juste de quoi vivre pour le restant de la semaine. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'avoir à envoyer l'unique enfant qu'il leur restait à l'hospice. Chacun d'eux devait probablement souffrir d'un abattement profond. Tous les dimanches après-midi, George quittait sa femme pour retourner travailler. Pour Jane, c'était le début d'une nouvelle semaine qu'elle passerait à lutter pour survivre. George affirma que ce jour-là fut le dernier où il vit sa femme et son enfant. Le lendemain matin, le batelier John Atkins fit une épouvantable découverte. Il trouva le corps d'une petite fille sous la proue de son bateau, près de Paddington. Un peu plus tard, ce fut le corps d'une femme qu'on tira de l'eau. Face à un soupçon de double meurtre, la police mena une brève enquête. Après enquête, le bébé s'avéra être celui d'un ouvrier fabricant de carrioles habitant dans le quartier de Oxford Street. Lui et sa femme avaient été vus marchant près du lieu du drame le dimanche après-midi précédent. George Foster apprit de la bouche du policier que sa femme et son jeune enfant étaient morts. Des témoins avaient identifié Foster comme étant la dernière personne vue en compagnie de Jane et de Louisa avant que leur corps soit retrouvé. Un instant après avoir eu connaissance de la tragique nouvelle, il fut arrêté pour meurtre. Foster fut conduit à la prison de Newgate où il signa une déposition dans laquelle il se disait innocent. Les ennuis de George Foster tombèrent à point pour Aldini. Il lui fallait un spécimen en parfaite condition physique. Et il se trouve que George Foster était un spécimen en parfaite condition physique. La seule chose qui le séparait du sujet idéal pour Aldini, c'est qu'il n'était pas encore mort. Mr. Pass savait sûrement que l'année précédente, seulement 3 corps avaient été descendus de la potence pour être remis au chirurgien. Pour s'assurer qu'il aurait le corps de Foster, Aldini devait bénéficier d'appuis solides. Il sollicita la Société royale de recherches humaines. C'étaient des aristocrates, des gens de la haute société. Ils avaient des relations et fréquentaient les bonnes personnes. Ils pouvaient décider de qui bénéficierait d'un cadavre humain bien frais. La raison pour laquelle les gens de la Société royale s'intéressaient aux travaux de Aldini, c'est d'abord bien sûr que Aldini professait que le galvanisme pouvait ressusciter les gens qui venaient de mourir noyés, par exemple. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe. L'Angleterre est en guerre contre la France. La marine est considérée comme le dernier rempart de l'Angleterre contre la tyrannie française. Alors, une technologie qui se présente comme pouvant sauver les gens de la noyade peut bien entendu être considérée comme une technologie qui accroîtrait les défenses de la nation. Pendant qu'Aldini cherchait à séduire les hommes d'influence de Londres, George Foster se rapprochait de la mort. Une mort universellement considérée comme la pire de toutes. Hey! La dissection était un affreux destin.
Son usage entra dans la loi en 1752 car on considéra que cela aurait un effet dissuasif. Non seulement les meurtriers seraient exécutés, mais ils seraient aussi disséqués. La dissection est une horrible perspective. En effet, chacun aura à nouveau besoin de son corps quand viendra la résurrection de la fin des temps. La plupart des gens espéraient que le Christ reviendrait et que leur corps serait ressuscité. Les squelettes seraient couverts d'une chair nouvelle et chacun pourrait affronter le jugement du Christ. Alors quand vous mourrez, vous avez toujours besoin de votre corps. Ce corps qui vivra à nouveau pour entrer au paradis. Pour George Foster, être condamné à la dissection après sa mort signifiait être banni du paradis. Il ne pourrait donc jamais revoir sa femme et son enfant. Pendant ce temps, l'extravagant Italien continuait de charmer la société londonienne avec ses spectaculaires jeux électriques. Les premières expériences avec l'électricité étaient délibérément très théâtrales et attiraient un large public. C'était nouveau et c'était passionnant. C'était également très mystérieux. Imaginez qu'à l'époque, on ne s'éclairait qu'à la chandelle. Vous vous trouviez dans une pièce sombre et soudain un éclair apparaissait. C'était à la fois fascinant et grandiose. On pouvait par exemple faire monter une jeune femme sur un support isolé et lui envoyer des charges positives. Un jeune homme chargé négativement pouvait alors l'embrasser sur la bouche et l'on pouvait contempler un arc électrique émaner de la bouche de l'étincelante Vénus. Pendant que Londres succombait au charme d'Aldini, à Newgate, George Foster fut diagnostiqué comme souffrant d'une profonde mélancolie. Il avait cessé de s'alimenter. Pour Mr. Pass, il était fondamental de livrer à Aldini un cadavre en bon état général. Il ne pouvait pas se permettre de laisser Foster mourir de faim. Aldini voulait un corps en bonne santé. Il devait être dans le meilleur état possible pour optimiser les chances que cette expérience donne les résultats escomptés. Il tenait à ce qu'aucun obstacle ne se dresse entre lui et son système électrique et la possibilité de revitaliser ce corps mort. Allez, mangez, c'est très bon. Pour assurer à Aldini son spécimen humain idéal, Mr. Pass dut maintenir George Foster assez en forme pour supporter son procès pour meurtre. Pour Foster, endurer ce procès, c'était affronter ses plus grandes peurs.
Il y avait peu de doute quant au verdict. Foster serait déclaré coupable, condamné à mort, exécuté, puis disséqué. Son corps serait livré aux mains de l'homme qui inspirera plus tard le docteur Frankenstein. George Foster était un ouvrier. Il n'avait pas beaucoup d'éducation. Il était non seulement accusé du meurtre de sa femme, mais aussi de celui de son bébé. C'était un crime qui avait attiré l'attention de toute la ville. C'est tout l'establishment qui le jugeait. Personne ne voulait croire que George Foster était innocent. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. Dans la déposition qui fut lue devant la cour, Foster clamait son innocence. Ma femme est venue me voir avec notre enfant samedi soir vers 8 heures. Le lendemain matin, vers 9 ou 10 heures, nous sommes allés nous promener du côté du nouveau pont à Paddington. J'ai ensuite quitté ma femme vers 3 heures et je me suis rendu à Whetstone pour voir mes 2 enfants qui sont à l'hospice. Je n'ai revu ni ma femme ni mon enfant depuis. Le dossier de l'accusation contre George Foster était quasiment vide. Les seuls éléments à charge étaient liés aux circonstances. Mais Pace et Aldini avaient besoin que la culpabilité soit prononcée pour prendre livraison de leur victime. Si Foster n'avait pas été condamné, il serait certainement devenu très difficile pour Aldini de mener à bien son incroyable expérience. Il aurait été très contrarié de devoir travailler sur un autre sujet. L'accusation fit comparaître plusieurs témoins qui certifièrent avoir vu Jane et George Foster se disputer ce dimanche après-midi. Je ne suis pas d'accord. Viens avec moi alors. Non, non. Tu m'énerves. Certains de ces témoins étaient d'une fiabilité douteuse. Sarah Daniel est une jeune fille âgée de 9 ans. Elle a été profondément traumatisée par la mort de Jane Foster et du bébé. Elle a bien identifié George Foster, mais seulement après que la police lui ait dit qu'ils allaient l'emmener voir le meurtrier. Puis, quand on l'a conduite devant l'homme qu'on lui avait dit être le meurtrier, c'est-à-dire devant George Foster, c'est à ce moment-là qu'elle l'a désigné à la cour. La seule défense de Foster fut alors de faire comparaître des gens qui plaideraient en sa faveur. Mais ce dont il avait besoin, c'était d'un alibi. Il lui fallait des gens capables de certifier une heure et un lieu, mais un tel témoignage lui faisait cruellement défaut. Non seulement la défense de Foster s'avéra inappropriée, mais en plus, de son côté, Aldini avait laissé peu de place à la chance. En fréquentant la bonne société londonienne, il s'était fait des amis haut placés. Afin d'influencer le verdict en faveur d'Aldini, le juge déclara que le cas présent reposait en grande partie sur les circonstances. Le procès de Foster ne fut en rien équitable. Presque toutes les preuves retenues contre Foster étaient ce que l'on appellerait aujourd'hui des présomptions. Conformément aux recommandations du juge, le jury prononça l'accusé coupable. Aussitôt la peine prononcée, le greffier annonça la sentence du prisonnier à M. Pace. La pendaison par le cou, jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais ce n'était pas le pire. En plus d'être pendu, son corps serait ensuite disséqué, pour ainsi dire mutilé. Et ça, pour un homme qui s'accrochait sans doute à l'espoir de retrouver femme et enfant dans l'au-delà, c'était intolérable. Pace et Aldini s'étaient assurés d'obtenir le cadavre parfait. De retour à Newgate, on annonça à Foster que son exécution aurait lieu dans les 3 jours. Il était sur le point de perdre sa vie, mais il avait déjà perdu la propriété de son propre corps. Dorénavant, il était le spécimen d'Aldini.
Le corps des criminels était saisi comme un bien matériel. Ils ne méritaient pas le respect que la société accorde traditionnellement aux cadavres. Ils ne recevaient pas les rituels d'usage. Il était d'abord livré aux mains de l'anatomiste pour la dissection avant d'être inhumé en terre consacrée. À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, il y a de toute évidence une tendance à penser que les chercheurs et les scientifiques sont mêlés à des choses auxquelles ils ne devraient pas. D'une certaine façon, ils sont hors de contrôle. Ils considèrent les êtres humains comme de simples objets et les utilisent pour leurs expériences dans le seul but de voir ce qui arrivera. George Foster avait une autre raison de craindre les scientifiques, comme celui-là même qui s'apprêtait à défier les dieux avec son corps. Les exécutions publiques n'étaient pas une science exacte. Il existait des risques de ne pas mourir lors de la pendaison. Vous pouviez alors craindre de vous réveiller sous le bistouri de l'anatomiste. C'est difficile d'imaginer ce qui pouvait se passer dans la tête de Foster. Tout ce en quoi il avait cru avait disparu. Il avait perdu sa femme, son enfant, et il n'avait cessé de clamer son innocence. Cette perte de foi, cette perte de confiance en tout ce en quoi il avait cru, ce devait être particulièrement bouleversant. La seule chose que Foster pouvait faire, c'était de prendre son destin en main. Et pour ça, il devait choisir sa propre mort. Il pouvait essayer de se donner la mort, ce n'était pas rare chez les condamnés à mort qui attendaient d'être disséqués. En mutilant son corps, Foster mettait en péril l'expérience d'Aldini. Mr. Pass devait s'assurer qu'il mènerait à la potence un homme en pleine santé. Avoir à traiter un homme sous-alimenté ne pouvait qu'augmenter les difficultés. C'est déjà assez compliqué comme ça de ramener un corps à la vie, alors on ne peut pas envisager de le faire avec quelqu'un qui, de son vivant, n'était pas en parfaite santé. Tandis que Foster défiait une dernière fois ses exécuteurs, Aldini préparait ses instruments de vie.
Dès que Foster serait mort, Aldini serait prêt à le ressusciter. Avant d'être conduit à la potence, on consigna que George Foster avait confessé le meurtre de sa femme Jane et de son bébé Louisa. Juste avant son exécution, il passa des aveux complets et reconnut avoir commis l'épouvantable crime dont on l'accusait. On l'interrogea, tout en respectant son intimité, pour savoir si cet acte horrible avait été motivé pour cause de jalousie. Mais il ne répondit pas. Il se contenta de dire qu'il méritait de mourir. George Foster avoua son crime la veille de l'exécution. Ce genre de choses était fréquent. Les condamnés à mort étaient incités à se repentir afin de purifier leur âme avant de rencontrer le Créateur. Il est difficile d'estimer le crédit que l'on peut accorder à cette confession. On ne sait même pas si cette confession a réellement eu lieu ou pas. Il y a toute une dimension morale dans cette histoire. C'est quelque chose qui permettait de clore définitivement l'affaire. Aldini était enfin prêt à mener la plus importante expérience de sa vie. Il avait été jusqu'à tester sur lui-même ses électrodes. Il savait que ce serait là sa seule chance de prouver ses théories au monde entier. Depuis sa condamnation jusqu'à son exécution, il s'était à peine nourri. Ceci, ajouté au repentir qui le torturait, l'avait tant affaibli qu'il lui fallut être soutenu pour marcher de sa cellule jusqu'à la potence. Il fut même incapable de gravir seul les marches qui le menaient au gibet. Dans la cour de Newgate, Foster aurait déjà dû être pendu depuis 1 heure. Mr. Pass attendait de pouvoir livrer son corps au Collège royal de chirurgie où Aldini s'apprêtait à le ramener à la vie. Mais avant la fin de la journée, un autre décès complètement inexpliqué se produisit. Tout le monde attendait l'arrivée du corps. Il venait juste d'être descendu de la potence. Un petit groupe d'hommes bien choisis était rassemblé autour de la table. Il devait régner une atmosphère très intense dans cette pièce.
Aldini n'avait pas de temps à perdre parce que le corps s'était refroidi à Newgate. Mais il avait commencé à se réchauffer en arrivant au Collège Royal. Et ce réchauffement aurait pour conséquence d'accélérer la décomposition des tissus. La vitesse était donc essentielle. Quand Aldini positionna les premières électrodes, tout le monde attendit la suite des événements dans un silence pesant. Pour le public présent, assister au premier soubresaut de ce qui ressemblait à une résurrection, c'était regarder une chose tout simplement inexplicable. Ce genre de phénomène était sans précédent. C'était comme un voyage en terre inconnue. C'était comme pénétrer le royaume des morts. Pour obtenir le résultat le plus efficace, il faut placer une électrode sur le sommet du crâne et la seconde au niveau du rectum. En procédant ainsi, la charge électrique traverse tout l'axe central du corps, depuis le cerveau, en suivant la colonne vertébrale. Tous les membres de l'assistance devaient secrètement s'imaginer que cet homme allait se redresser. Tout le monde croyait qu'il allait s'asseoir et peut-être même descendre de la table. Le résultat le plus significatif se produisit alors. La poitrine se souleva dans un mouvement qui ressemblait à une respiration. Et puis, plus rien. Il n'y eut pas de seconde respiration. Les poumons se dégonflèrent et les yeux restèrent ouverts. Aldini tenta d'inoculer davantage de courant électrique dans le corps, mais les piles galvaniques n'avaient plus assez d'énergie. Toute sa vie, il avait attendu de pouvoir réaliser cette unique expérience. C'était le fruit de tout son travail. Tout reposait là-dessus, et ça ne marchait pas. Ce dut être une terrible déception pour Aldini. Il retourna en Italie, où il publia un imposant compte-rendu de ses expériences. Il y prétendait que si les circonstances avaient été plus favorables, il aurait été en mesure de redonner la vie à sa victime. Mais cette expérience représenta le pinacle de la carrière d'Aldini. Il ne tenta plus jamais quoi que ce soit d'aussi ambitieux. Pour Mr. Pass, la galvanisation de George Foster s'avéra être une expérience terrifiante et angoissante.
Ce fut ce soir-là que Mr. Pass mourut, quelques heures seulement après l'expérience sur Foster. Mr. Pass, the Beetle, le Times raconta que Mr. Pass, l'appariteur, avait été si effrayé par la galvanisation de George Foster qu'il en était littéralement mort de peur. Mary Shelley a eu connaissance de l'expérience d'Aldini, cela ne fait aucun doute. Elle avait suivi de près le débat scientifique. Le roman Frankenstein peut être considéré comme un avertissement. Nous ne devons pas pousser l'expérience d'Aldini trop loin. Il vaut mieux que certaines choses demeurent inconnues. De nouvelles preuves de l'innocence de George Foster furent mises en lumière, mais trop tard pour le sauver. Deux femmes qui connaissaient bien Jane Foster ont confié à un certain Chaplin qu'elle soupçonnait un suicide, Jane leur ayant déjà fait part de ses envies d'en finir. Mais le plus important, c'est qu'elle aurait dit vouloir le faire avec son bébé. Elle aurait dit, si nous devons mourir tous les deux, nous le ferons ensemble. Alors bien entendu, ce témoignage jette un doute sur l'hypothèse du meurtre. En mutilant son corps, Foster mettait en péril l'expérience d'Aldini. Mr. Pass devait s'assurer qu'il mènerait à la potence un homme en pleine santé. Avoir à traiter un homme sous-alimenté ne pouvait qu'augmenter les difficultés. C'est déjà assez compliqué comme ça de ramener un corps à la vie, alors on ne peut pas envisager de le faire avec quelqu'un qui, de son vivant, n'était pas en parfaite santé.
que Foster défiait une dernière fois ses exécuteurs, Aldini préparait ses instruments de vie. Dès que Foster serait mort, Aldini serait prêt à le ressusciter. Avant d'être conduit à la potence, on consigna que George Foster avait confessé le meurtre de sa femme Jane et de son bébé Louisa. Juste avant son exécution, il passa des aveux complets et reconnut avoir commis l'épouvantable crime dont on l'accusait. On l'interrogea, tout en respectant son intimité, pour savoir si cet acte horrible avait été motivé pour cause de jalousie. Les êtres humains. Aldini utilisait ce qui peut être considéré comme l'ancêtre de la pile électrique afin de stimuler des mouvements dans des membres sectionnés. On appelle électricité galvanique le type de courant électrique semblable à celui produit naturellement par tous les animaux. Aldini soutenait qu'il existe une sorte de courant électrique qui parcourt le corps depuis le cerveau jusqu'au bout des doigts, puis en sens inverse. Si une machine fabriquée par l'homme est capable de générer le même type d'électricité que celle générée par un organisme vivant, cela signifie que d'une manière ou d'une autre, un pas de plus a été franchi vers la création de la vie. Aldini était un philosophe à l'ambition dévorante. Il ne s'embarrassait pas des conventions. Il savait qu'il devait se faire remarquer du grand public d'une façon spectaculaire. Et sa plus grande ambition, c'était de prouver que l'électricité pouvait ramener les gens à la vie. En janvier 1802, Aldini procéda à une expérience en public sur le corps d'un criminel qui avait été exécuté. J'ai créé un arc électrique entre deux électrodes, puis j'ai établi le contact. J'ai alors pu observer d'importantes contractions des muscles faciaux qui se tordaient en tous sens de façon irrégulière, conférant au visage l'apparence des plus horribles grimaces. Bien sûr, c'est une chose de montrer que l'usage de l'électricité permet aux membres de bouger. Mais c'en est une autre que de prouver que l'électricité possède le pouvoir de ramener un cadavre à la vie. Vous devez démontrer que le courant électrique agit sur des organes vitaux, comme les poumons ou bien le cœur. Aldini espérait réussir à utiliser l'électricité pour réanimer les poumons. Il devait faire bouger le diaphragme pour aspirer l'air, mais il n'obtint aucun résultat significatif. C'est ce qui explique sa frustration de travailler sur un corps qui a été décapité. Le rêve d'Aldini de ramener un mort à la vie n'avait aucun espoir de se réaliser tant que le scientifique n'aurait pour sujet que des corps décapités. En nombre limité, et les chirurgiens de seconde zone n'avaient souvent d'autre choix que de faire appel à des profanateurs de sépultures. Mais les cadavres déterrés avaient déjà commencé à se décomposer et n'étaient d'aucune utilité pour Aldini. Aldini avait besoin d'un corps qui était presque encore tiède. Il lui fallait un corps qui n'était pas mort depuis quelques jours, mais depuis quelques heures. La seule façon d'obtenir un corps aussi frais était de chercher du côté des condamnés à mort de la prison de Newgate.
Mr. Pass était le contact idéal pour Aldini, qui avait besoin de ses cadavres pour poursuivre ses expériences. Mr. Pass était un parfait intermédiaire. Je suis certain qu'il devait être informé, ou bien qu'il s'arrangeait pour l'être, des exécutions programmées dans la prison de Newgate. Il devait avoir des contacts là-bas. Il serait forcément informé dès qu'un corps convenable serait disponible. Aldini avait besoin du corps d'un jeune homme en parfaite condition physique. Un jeune homme était justement incarcéré dans les bas-fonds de la prison de Newgate, attendant son procès pour le meurtre de sa femme et de son enfant. Aldini avait enfin trouvé son parfait spécimen. Le seul problème, c'est qu'il n'avait pas encore été condamné à la pendaison. Attendez. Foster ne cessait de clamer son innocence et il espérait pouvoir présenter un alibi solide. S'il vous plaît. Comme beaucoup de gens issus des classes ouvrières vivant en Angleterre au début du 19e siècle, Foster et son épouse Jane vivaient dans le dénuement le plus total. Il y avait des milliers de chercher du côté des condamnés à mort de la prison de Newgate. Mr. Pass était le contact idéal pour Aldini, qui avait besoin de ses cadavres pour poursuivre ses expériences. Mr. Pass était un parfait intermédiaire. Je suis certain qu'il devait être informé, ou bien qu'il s'arrangeait pour l'être, des exécutions programmées dans la prison de Newgate. Il devait avoir des contacts là-bas. Il serait forcément informé dès qu'un corps convenable serait disponible. Aldini avait besoin du corps d'un jeune homme en parfaite condition physique. Un jeune homme était justement incarcéré dans les bas-fonds de la prison de Newgate, attendant son procès pour le meurtre de sa femme et de son enfant. Aldini avait enfin trouvé son parfait spécimen. Le seul problème, c'est qu'il n'avait pas encore été condamné à la pendaison. Attendez. Foster ne cessait de clamer son innocence et il espérait pouvoir présenter un alibi solide. S'il vous plaît. Comme beaucoup de gens issus des classes ouvrières vivant en Angleterre au début du 19e siècle, Foster et son épouse Jane vivaient dans le dénuement le plus total. Il y avait des milliers de gens comme eux. Londres, la plus grande ville du monde, possédait une très importante classe ouvrière. Il s'agissait de gens qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Ils ne faisaient que survivre.
La vie de George et Jane Foster vous semblerait bien consternante selon nos standards. Ils ne pouvaient pas se permettre de vivre ensemble. Jane devait sans doute venir voir George le samedi soir et occasionnellement, elle restait chez lui. 2 de leurs enfants étaient à l'hospice. Un autre était mort. 1 ou 2 fois par semaine, elle devait... Il retourna en Italie, où il publia un imposant compte-rendu de ses expériences. Il y prétendait que si les circonstances avaient été plus favorables, il aurait été en mesure de redonner la vie à sa victime. Mais cette expérience représenta le pinacle de la carrière d'Aldini. Il ne tenta plus jamais quoi que ce soit d'aussi ambitieux. Pour Mr. Pass, la galvanisation de George Foster s'avéra être une expérience terrifiante et angoissante. Ce fut ce soir-là que Mr. Pass mourut, quelques heures seulement après l'expérience sur Foster. Le Times raconta que Mr. Pass, l'appariteur, avait été si effrayé par la galvanisation. On consigna que George Foster avait confessé le meurtre de sa femme Jane et de son bébé Louisa. Juste avant son exécution, il passa des aveux complets et reconnut avoir commis l'épouvantable crime dont on l'accusait. On l'interrogea, tout en respectant son intimité, pour savoir si cet acte horrible avait été motivé pour cause de jalousie. Mais il ne répondit pas. Il se contenta de dire qu'il méritait de mourir. George Foster avoua son crime la veille de l'exécution. Ce genre de choses était fréquent. Les condamnés à mort étaient incités à se repentir afin de purifier leur âme avant de rencontrer le Créateur. Il est difficile d'estimer le crédit que l'on peut accorder à cette confession. On ne sait même pas si cette confession a réellement eu lieu ou pas. Il y a toute une dimension morale dans cette histoire. C'est quelque chose qui permettait de clore définitivement l'affaire.
Aldini était enfin prêt à mener la plus importante expérience de sa vie. Il avait été jusqu'à tester sur lui-même ses électrodes. Il savait que ce serait là sa seule chance de prouver ses théories au monde entier. Depuis sa condamnation jusqu'à son exécution, il s'était à peine nourri. Ceci, ajouté au repentir qui le torturait, l'avait tant affaibli qu'il lui fallut être soutenu pour marcher de sa cellule jusqu'à la potence. Il fut même incapable de gravir seul les marches qui le menaient au gibet. Dans la cour de Newgate, Foster aurait déjà dû être pendu depuis 1 heure. À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, il y a de toute évidence une tendance à penser que les chercheurs et les scientifiques sont mêlés à des choses auxquelles ils ne devraient pas. D'une certaine façon, ils sont hors de contrôle. Ils considèrent les êtres humains comme de simples objets et les utilisent pour leurs expériences dans le seul but de voir ce qui arrivera. George Foster avait une autre raison de craindre les scientifiques, comme celui-là même qui s'apprêtait à défier les dieux avec son corps. Les exécutions publiques n'étaient pas une science exacte. Il existait des risques de ne pas mourir lors de la pendaison. Vous pouviez alors craindre de vous réveiller sous le bistouri de l'anatomiste. C'est difficile d'imaginer ce qui pouvait se passer dans la tête de Foster. Tout ce en quoi il avait cru avait disparu. Il avait perdu sa femme, son enfant, et il n'avait cessé de clamer son innocence. Cette perte de foi, cette perte de confiance en tout ce en quoi il avait cru, ce devait être particulièrement bouleversant. La seule chose que Foster pouvait faire, c'était de prendre son destin en main. Et pour ça, il devait choisir sa propre mort. Il pouvait essayer de se donner la mort, ce n'était pas rare chez les condamnés à mort qui attendaient d'être disséqués. Humains pour mener ces épouvantables expériences. Il menait toutes sortes d'expériences monstrueuses sur les animaux. Mais il pratiquait également, de façon bien plus controversée et bien plus dramatique, des expériences sur les êtres humains. Aldini utilisait ce qui peut être considéré comme l'ancêtre de la pile électrique afin de stimuler des mouvements dans des membres sectionnés. On appelle électricité galvanique le type de courant électrique semblable à celui produit naturellement par tous les animaux.
Aldini soutenait qu'il existe une sorte de courant électrique qui parcourt le corps depuis le cerveau jusqu'au bout des doigts, puis en sens inverse. Si une machine fabriquée par l'homme est capable de générer le même type d'électricité que celle générée par un organisme vivant, cela signifie que d'une manière ou d'une autre, un pas de plus a été franchi vers la création de la vie. Aldini était un philosophe à l'ambition dévorante. Il ne s'embarrassait pas des conventions. Il savait qu'il devait se faire remarquer du grand public d'une façon spectaculaire. Et sa plus grande ambition, c'était de prouver que l'électricité pouvait ramener les gens à la vie. En janvier 1802, Aldini procéda à une expérience en public sur le corps d'un criminel qui avait été exécuté. J'ai créé un arc électrique entre deux électrodes, puis j'ai établi le contact. J'ai alors pu observer d'importantes contractions des muscles faciaux qui se tordaient en tous sens de façon irrégulière, conférant au visage l'apparence des plus horribles grimaces. Bien sûr, c'est une chose de montrer que l'usage de l'électricité permet aux membres de bouger. Mais c'en est une autre que de prouver que l'électricité possède le pouvoir de ramener un cadavre à la vie. Vous devez démontrer que le courant électrique agit sur des organes vitaux, comme les poumons ou bien le cœur. Aldini espérait réussir à utiliser l'électricité pour réanimer les poumons. Il devait faire bouger le diaphragme pour aspirer l'air, mais il n'obtint aucun résultat significatif. C'est ce qui explique sa frustration de travailler sur... Ce fut ce soir-là que Mr. Pass mourut, quelques heures seulement après l'expérience sur Foster. Le Times raconta que Mr. Pass, l'appariteur, avait été si effrayé par la galvanisation de George Foster qu'il en était littéralement mort de peur. Mary Shelley a eu connaissance de l'expérience d'Aldini, cela ne fait aucun doute. Elle avait suivi de près le débat scientifique. Le roman Frankenstein peut être considéré comme un avertissement. Nous ne devons pas pousser l'expérience d'Aldini trop loin. Il vaut mieux que certaines choses demeurent inconnues. De nouvelles preuves de l'innocence de George Foster furent mises en lumière, mais trop tard pour le sauver. Deux femmes qui connaissaient bien Jane Foster ont confié à un certain Chaplin qu'elle soupçonnait un suicide, Jane leur ayant déjà fait part de ses envies d'en finir. Mais le plus important, c'est qu'elle aurait dit vouloir le faire avec son bébé. Elle aurait dit, si nous devons mourir tous les deux, nous le ferons ensemble. Alors bien entendu, ce témoignage jette un doute sur l'hypothèse du meurtre.
Ce fut ce soir-là que Mr. Pass mourut, quelques heures seulement après l'expérience sur Foster. Le Times raconta que Mr. Pass, l'appariteur, avait été si effrayé par la galvanisation de George Foster qu'il en était littéralement mort de peur. Mary Shelley a eu connaissance de l'expérience d'Aldini, cela ne fait aucun doute. Elle avait suivi de près le débat scientifique. Le roman Frankenstein peut être considéré comme un avertissement. Nous ne devons pas pousser l'expérience d'Aldini trop loin. Il vaut mieux que certaines choses demeurent inconnues. De nouvelles preuves de l'innocence de George Foster furent mises en lumière, mais trop tard pour le sauver. Deux femmes qui connaissaient bien Jane Foster ont confié à un certain Chaplin qu'elle soupçonnait un suicide, Jane leur ayant déjà fait part de ses envies d'en finir. Mais le plus important, c'est qu'elle aurait dit vouloir le faire avec son bébé. Elle aurait dit, si nous devons mourir tous les deux, nous le ferons ensemble. Alors bien entendu, ce témoignage jette un doute sur l'hypothèse du meurtre.